C'est l'une des images les plus marquantes des 50 dernières années en Europe. En 1984, le président Mitterrand invite le chancelier Kohl à se recueillir avec lui devant les morts de Verdun. Une première. Le Français, né en 1916 pendant la bataille, a décidé de faire un geste. Dans l'émotion générale, il saisit la main de l'Allemand. Pour surmonter la haine vécue ici il y a un siècle. Le nationalisme, c'est la guerre, disait Mitterrand. Verdun 1916. La guerre sous sa forme la plus tragique. 300 jours de combat pour quelques collines de l'Est de la France. Le plus grand choc de l'histoire entre les nations françaises et allemandes, et elles seules, sans l'aide de leurs alliés. Aujourd'hui, ce massacre nous paraît absurde. Mais les soldats, il y a un siècle, ne l'ont pas jugé absurde. Ils ont accepté de se battre. Pourquoi ? En explorant leurs archives personnelles, en plongeant dans leur quotidien, leurs rêves, leurs cauchemars, nous revenons sur la dernière grande victoire remportée par la France contre l'Allemagne. Plus qu'une bataille, le symbole de la folie nationaliste et de l'hostilité séculaire entre nos deux nations. Nous sommes à la fin de l'année 1915, en pleine Première Guerre mondiale, quelque part dans la région de Verdun. Des soldats français projettent des images sur un mur, dont certaines ont été filmées dans leur cantonnement. Une drôle d'ambiance, comme s'ils étaient en vacances. Depuis 1 an et demi, ils sont en guerre, et les Allemands ne sont qu'à quelques centaines de mètres, de l'autre côté de la colline. Il n'en paraît rien, mais leurs têtes sont pleines de cauchemars. L'hécatombe d'août 1914, quand après l'entrée en guerre, ils attaquaient les Allemands en rang serré et en pantalon rouge. Puis l'angoisse de la bataille de la Marne, quand les Allemands se rapprochaient de la capitale. Ils avaient réussi à les repousser. Grâce à leur fameux taxi, avait-on cru à l'époque. Surtout grâce au talent du général Joffre, le chef de l'armée française. Les Allemands, je les grignote, explique Joffre en 1915. Depuis la bataille de la Marne, les soldats sont embourbés dans les tranchées. Mais leur détermination est intacte. Regardez comme ils se moquent de l'empereur d'Allemagne Guillaume II, le symbole de l'esprit guerrier germanique. Et des soldats allemands, les Boches comme ils les appellent, avec leur casque à pointe, leur culte de la force, leur culture, loin, si loin, pense-t-il, de l'esprit des Lumières. Ce qu'ils ne leur pardonnent pas, avoir annexé 45 ans plus tôt, après la guerre de 1870, une partie du sol français.
l'Alsace et la Lorraine. Voici Verdun, près de la frontière. Restée française, elle n'est qu'à 60 km de Metz, qui, elle, est devenue allemande. Une histoire chaotique. Depuis que les petits-fils de Charlemagne s'y sont partagés l'Europe, il y a plus de 1000 ans, Verdun a subi 10 sièges. Le plus célèbre a eu lieu pendant la Révolution française. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, lançait Danton le révolutionnaire aux habitants et à tous les Français pour les galvaniser face aux Prussiens. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'un des derniers remparts contre l'Allemagne. Regardez cette image. En rouge, les positions allemandes. Au centre, Verdun traversé par la Meuse. Les Français ont construit une trentaine de forts sur les collines pour protéger cette terre républicaine des invasions en provenance de l'Est. Des noms mythiques dont le monde va bientôt entendre parler. Souville, Vaux, Douaumont. Cette forteresse, qui oserait s'y frotter? Nous sommes de l'autre côté du front, à quelques kilomètres au nord. Voici l'empereur Guillaume II en chair et en os. Il vient rencontrer le chef de toute l'armée allemande, le général von Falkenhayn, ainsi que son propre fils, ici, de dos, le Kronprinz, reconnaissable à la tête de mort qu'il porte sur sa coiffe. L'empereur vient de se laisser convaincre de lancer une attaque là où personne ne s'y attend, à Verdun, parce que c'est une forteresse. Pour frapper les esprits en attaquant au point le plus fort. Un calcul risqué et même un peu fou. Il pense que les Français ne lâcheront pas Verdun sans jeter toutes leurs forces dans la bataille. Et qu'on peut les écraser avant de se retourner contre les Britanniques et en finir. Cela peut surprendre, mais en 1916, les Allemands se sentent encerclés. Et même plus encerclés que jamais. Avec leurs alliés autrichiens, ils se battent contre la moitié de l'Europe. Contre les Russes à l'est, contre les Belges et les Britanniques au nord de la France, et contre les Français un peu partout ailleurs. Depuis 1914, ils se sont limités à la défensive sur le front ouest. À Verdun, ils veulent reprendre l'initiative. C'est à son propre fils, le Kronprinz, que l'empereur a confié le soin de mener le combat. Le voici en train d'encourager ses hommes. Sa Majesté l'Empereur et Roi nous appelle à l'attaque, leur dit-il. Nous devons montrer que chez les fils d'Allemagne, la volonté de vaincre est ferme comme l'acier. Le Kronprinz, l'homme de toutes les caricatures. Notamment chez les Français qui le voient comme léger et coureur. Pour d'autres, c'est un être malfaisant, comme dans les légendes allemandes. Une sorte de roi des aulnes, cet esprit qui attire les enfants dans la forêt, où ils meurent. En réalité, cet homme qui soutiendra plus tard les nazis est l'un des piliers de la jeune nation allemande. Dans cet empire germanique,
Proclamée 45 ans plus tôt en 1871 dans la galerie des glaces du château de Versailles, la monarchie incarne l'avenir du pays. Et l'armée, son ciment. Derrière le futur empereur, des milliers d'hommes convergent vers Verdun. De jeunes adultes confiants et ivres d'en découdre. Un fusilier du nom de Roudy écrit à ses parents. Nos chefs nous disent que l'Allemagne attend de nous de grandes choses. On doit prendre la plus grande forteresse des Français, ce qui emportera peut-être la décision dans cette lutte effroyable. Il va y avoir un combat comme le monde n'en a jamais connu. Dans quelques jours, une armada déferlera sur les lignes françaises, précédée du plus grand bombardement de l'histoire militaire. Ces canons doivent pulvériser l'ennemi et l'obliger à se rendre en quelques jours. Paradoxe, tous rêvent de paix. Les Allemands attaquent pour se défendre, pour sortir de l'encerclement, comme l'explique un lieutenant. Si quelqu'un vous prend à la gorge et que vous n'avez plus d'air, vous vous défendez, car vous avez besoin d'air pour vivre. Eh bien, un peuple, lui aussi, a besoin d'air pour vivre. Ce n'est pas la terre qu'il s'agit de conquérir, mais notre âme. « 150 000 hommes sont logés sous la forêt. Cette forêt si vantée dans la culture allemande. Pour les protéger, on leur a creusé des Stollen, des tunnels qui plongent sous la colline. Dans l'un de ces boyaux, tapi dans l'ombre et prêt à s'élancer, se trouve Clemens Böckenhof. 20 ans. Nous sommes dans l'abri, tel que le renard le fait chez nous. Devant la porte se trouve mon fusil. 5 balles dans chaque chargeur, 3000 cartouches. Les Français vont détaler quand ils vont recevoir tout ça. Les Français, ils ne se doutent de rien. À l'abri à l'intérieur des forts, ils se croient invulnérables. Notamment dans celui-ci, Douaumont, l'un des avant-postes du front. C'est un ouvrage ultramoderne, une sorte de ligne Maginot avant l'heure qui a coûté des milliards aux contribuables. Cette ville souterraine peut abriter 1 millier de combattants. Le 19 février, 2 jours seulement avant l'attaque allemande, un soldat du nom de De Bloch écrit « Tout le monde autour de moi commence à se faire à l'idée que la guerre sera finie en mars. » Aveuglement collectif. D'ici une semaine, il aura été tué. Et Douaumont aura été conquis. Ces forts, les Allemands les connaissent bien. Depuis des mois, leurs pilotes les prennent en photo. Un certain Hermann Göring, par exemple, l'un des futurs dignitaires nazis, pilote de reconnaissance à Verdun. À leur stupéfaction, les Allemands ont appris que ces forts avaient été désarmés et qu'ils ne constituaient plus vraiment une menace. C'est l'une des décisions les plus incompréhensibles de la Première Guerre mondiale. L'une des erreurs de Joffre,
le commandant en chef de l'armée française. Elle a coûté la vie à des milliers de soldats. Au début 1916, Joffre a une obsession, moderniser l'armée. Pour lui, les forts de Verdun sont déjà périmés, ils ne servent à rien et leurs canons seront plus utiles dans les unités mobiles lors des prochaines offensives. Il a décidé que les forts seraient désarmés. Et personne n'ose le contredire, pas même le gouvernement. Auréolé de sa victoire sur la Marne, Joffre mène la guerre à sa guise, sans contrôle du pouvoir politique. Problème. Entre les forts, il n'y a pas grand-chose. Quelques tranchées, quelques abris bétonnés. Sans les forts, Verdun devient le maillon faible du front. Sur place, un Français, un seul, ou presque, a compris ce qui se préparait. Il se trouve face aux Allemands en première ligne, au Bois des Corps, à 10 km au nord de Douaumont. Député nationaliste de Lorraine et auteur de livres d'anticipation militaire, c'est une sorte de Jules Verne des champs de bataille. Émile Cyprien Drian. Depuis des mois, de son PC souterrain, il court-circuite la hiérarchie militaire et il écrit à ses amis hommes politiques. L'assaut allemand est certain. Je pousse un cri d'alarme. Donnez-nous des bras, des outils, du fil de fer barbelé. Ils peuvent passer. À Paris, ses collègues commencent à s'inquiéter. Des sénateurs, comme Clémenceau, à la commission de l'armée. Paul Deschanel, le président de l'Assemblée nationale, à qui il écrit en 1915. Il écrit aussi à Gallieni, le ministre de la guerre, un héros de la bataille de la Marne. Et Gallieni demande des explications à Joffre, son subordonné. Mais Joffre le prend mal. Il menace de démissionner si on ne lui fait pas confiance. Pour lui, la vraie bataille aura lieu sur la Somme, où il lancera bientôt une offensive avec les Britanniques. À Verdun, dit-il, vous ne serez pas attaqués. « 21 février, 7 heures du matin. Les canons du Kronprinz déchaînent un ouragan sur les lignes françaises. Un artilleur allemand raconte. Le bruit est indescriptible. On n'arrête pas de tirer. On dégouline de transpiration. On fait sortir des canons tout ce qui est possible. Selon des pilotes français, les 1200 canons allemands qui tirent forment une ligne jaune continue au ras du sol. Voici le Bois des Corps, où se trouve Drian. Pris à la gorge, les Français meurent par centaines. Peu d'images nous sont restées des premières heures. Mais regardez ces films que nous avons colorisés. Ce sont des reconstitutions tournées 10 ans plus tard, sur place, avec les survivants. On ne s'entend plus, explique l'un d'entre eux. Les yeux s'exorbitent, tout chavire.
les Allemands tirent 1 million d'obus le premier jour. Du jamais vu. C'est le feu roulant, Trommelfeuer en allemand. Les obus écrasent et broient toutes les défenses les unes après les autres. L'incendie court sur 15 km. « 16 heures. Alors que la ville de Verdun est touchée à son tour, plus de 30 000 Allemands se ruent vers les tranchées françaises. Parmi eux, le jeune Richard Müller, qui vient de percevoir le nouveau casque allemand et pense vivre l'un des plus beaux jours de sa vie. On pousse des hurrahs du feu de Dieu. On est si heureux. Le commandant nous a dit, vous courez en descendant la pente et vous foutez les Franzmann à la porte. À son PC, Drian voit ses craintes se réaliser. Plus que 400 survivants autour de lui, contre 1300 hommes la veille. Ils tentent de tenir la position, mais ils se battent à 1 contre 5. Drian lui-même est frappé d'une balle en pleine tête en secourant l'un de ses soldats. Une tragédie. Dans un climat de fin du monde, un lieutenant note que le découragement s'empare des chefs comme des soldats. Il ne reste plus qu'à sauver la face, dit-il, avant l'écroulement final. À Paris, la classe politique, sous le choc, est en train de comprendre que l'attaque n'est pas une diversion, mais une offensive majeure. Proches eux aussi de la panique, des parlementaires envisagent d'évacuer le gouvernement à Bordeaux, comme pendant la bataille de la Marne. Pendant des mois, ils ont été égarés par l'état-major et ils posent la question. Joffre est-il encore à la hauteur? Aristide Briand, le chef du gouvernement, ici avec un chapeau melon, le prévient. Toute perte du territoire national est insoutenable. Et il menace. Si Joffre fait évacuer Verdun et ordonne la retraite, il sera immédiatement limogé avec tout son état-major. Perdre Verdun, ce serait une catastrophe parlementaire, estime le pouvoir. Quelques heures plus tard, un ordre implacable parvient aux soldats. On meurt sur place en attendant les renforts. Tout officier qui donnera l'ordre de reculer sera traduit en conseil de guerre. Un ordre qui tombe à plat. La plupart se battent comme des lions. En 5 jours, le rouleau compresseur allemand perce les premières lignes, écrase tous les villages jusqu'à celui de Douaumont en contrebas du fort. C'est là que se trouve un certain Charles de Gaulle, 25 ans. Il est blessé d'un coup de baïonnette et fait prisonnier. Face à lui se trouve l'un des plus grands artistes allemands du XXe siècle, le lieutenant Franz Marc. Ce peintre expressionniste, révolutionnaire en art et ami de Kandinsky, a toujours sublimé la guerre. Il y voit l'occasion de purifier le monde. À Verdun, il écrit à sa femme. Toutes les lignes françaises ont été enfoncées. Nous sommes pour l'essentiel des troupes de poursuite. Que cela réussisse sur le point le plus puissant du front français. Personne ne l'aurait deviné. C'est incroyable.
Mais le plus incroyable est à venir. Les Allemands se trouvent maintenant devant l'énorme fort de Douaumont. 200 mètres les séparent du sommet. De quoi réfléchir. Le 25 février, une poignée de soldats du Brandebourg décide de tenter un coup, sans en avertir ses chefs. Regardez cette reconstitution. C'est l'un des plus beaux faits d'armes de la Première Guerre mondiale. On y voit, sous les obus, à la tête de ces hommes, le capitaine Haupt, l'un des futurs héros de l'Allemagne, se faufiler dans les barbelés et sauter dans les fossés du fort. Le danger vient de leur propre camp. Les artilleurs allemands, qui ignorent l'assaut, continuent de tirer. En quelques minutes, les brandebourgeois entrent dans le fort le plus puissant de France par la porte principale, comme dans un moulin. Aucune résistance de la part des Français. On l'apprendra plus tard. Dans la panique, un général a mal géré les relèves. Au moment de l'attaque, Douaumont était quasiment vide. Un triomphe. À Douaumont, les Allemands démontrent leur volonté de vaincre, comme le voulait le Kronprinz. Alors que la nouvelle fuse vers l'Allemagne, que toutes les cloches se mettent à sonner et que les enfants sont dispensés d'école, une jeune mère à Fribourg écrit à son mari sur le front. Quelle joie de lire les informations quand on entend qu'on a fait 10 000 prisonniers. Que va-t-il se passer maintenant à Verdun? Pourvu que Dieu nous amène la paix et que la musique des canons nous annonce un bonheur futur. Comment se douterait-il que ce triomphe va bientôt tourner au cauchemar? Une France meurtrie, au bord du gouffre. Un désastre, comme en regorge l'histoire de France. Plus encore peut-être. Une humiliation pour les soldats. Celle de voir les Allemands, après 5 jours de bataille, prêts à déferler sur le pays. Comme 45 ans plus tôt lors de la guerre de 70. Si Verdun tombe, la France tombe, estime-t-on, à tort, à l'époque. Tous à l'arrière n'en prennent pas encore la mesure. Trop de propagande. Les nouvelles ne passent qu'au compte-gouttes. Dans la presse française, la perte de Douaumont est évacuée en quelques lignes. Mais à Verdun, chaque soldat le sent. Voyez leur regard. Pour eux, la vraie bataille doit commencer. C'est à ce moment qu'apparaît un nouveau personnage, inconnu du grand public. Philippe Pétain. Joffre fait appel à lui en urgence, car c'est un stratège. Il commande la 2e armée française. De cette période, il reste peu d'images. Mais on peut voir Pétain sur ses films tournés 1 an plus tard. Un homme distant,
mais respecté des soldats. Il déteste les offensives à l'ancienne, menées pour la gloire. C'est l'homme de la défensive. Et c'est lui qui va défendre Verdun. Le voici, à son arrivée au quartier général de Souilly, à 20 km au sud du front. Ce n'est encore qu'une silhouette encourageant les soldats. Ce sera bientôt une icône pour la nation. L'urgence, alimenter le front pour enrayer l'attaque allemande. Une tâche qui semble perdue d'avance. Car les Français, attaqués par surprise, n'ont pas prévu grand-chose. Une seule route, qui vient d'être élargie, relie Bar-le-Duc à Verdun. Elle est doublée d'une voie de chemin de fer à petite capacité, en disproportion criante avec le front allemand et son réseau de 14 voies ferrées. Avec l'arrivée du nouveau général, cette route de campagne devient le cordon ombilical de Verdun. Une voie sacrée, selon le mot de l'écrivain nationaliste Maurice Barrès. À tous, en quelques jours, Pétain impose un rythme infernal. 6000 rotations quotidiennes. Un trafic qui ne s'arrête jamais. La voie coupée, c'est la bataille qui est perdue. Aucune faiblesse. Les camions en panne sont immédiatement poussés sur le côté. Jour et nuit, des milliers de terrassiers creusent des carrières dans les champs voisins pour consolider la route. Plus que de la logistique, un sursaut. Dans l'un de ces véhicules se trouve le lieutenant Joubert, jeune avocat de Charleville. Les camions contiennent une foule fiévreuse, des hommes tassés, aux haleines chaudes, aux yeux brillants. C'est la grande route historique de Reims à Metz. Le meilleur sang de France y passe. Une voie sacrée pour une bataille qui, elle aussi, est en train de le devenir. Verdun, la bataille de la France tout entière, et de la France seule, avec son empire colonial, contre l'Allemagne. Ici, vont passer en 10 mois les 2 tiers de l'armée. 2 500 000 hommes, dont les noms pour beaucoup se retrouveront sur les monuments aux morts. Nationalisme, oui, mais défensif. Du patriotisme surtout. Ils défendent leurs maisons, leurs femmes, leurs enfants. Chez ces soldats qui marchent vers leur destin, un slogan est en train de naître. Ils ne passeront pas. Retranchés derrière les murs de Douaumont, les Allemands se rendent-ils compte de ce qui est en train de se jouer? À en croire ces images de reconstitution allemande réalisées après la guerre, leur morale est à son meilleur. En réalité, à la différence des Français, ils n'ont pas encore été relevés et ils sont épuisés. Notamment ces jeunes de 18 ans, plus fragiles qu'ils ne le pensaient. Comme Siegfried Eisheim, qui écrit à ses parents. Je suis envahi par de terribles pensées. Mes jambières sont pleines de sang. Pas le mien,
celui du numéro 6 qui marchait devant moi. Tout est froid. On entend les gouttes tomber du plafond. J'ai des démangeaisons sous les bras. Putain de merde, c'est des puces. Tous le savent. Les pertes sont élevées dans les rangs allemands et la percée des premières lignes françaises est payée au prix fort. Parmi ces morts se trouve Franz Marc, le peintre allemand qui croyait aimer la guerre. Il est tué le 4 mars par un obus. Dans ses dernières lettres, ce visionnaire a entrevu, sans doute avant les autres, l'absurdité de cette bataille. Je ne vois rien d'autre que le spectacle le plus épouvantable qu'un cerveau humain ait pu imaginer. On ne cesse de ruminer la même énigme mystérieuse. Comment cette guerre est-elle possible ? En voici les responsables. Le Kronprinz et son père l'empereur Guillaume II, de retour sur le front, au quartier général allemand de Stenay. Le prince héritier qui se sentait à un jet de pierre de la victoire après la prise de Douaumont réalise que les soldats avancent plus difficilement et même s'enlisent sur les collines. Déjà 25 000 Allemands morts, blessés ou disparus. Mais les deux hommes s'entêtent et maintiennent le cap. Surtout, ne pas perdre la face. Voici le champ de bataille, tel qu'ils le voient. Un immense brasier où se déchirent des centaines de milliers d'hommes. À droite, Douaumont, tenu par les Allemands. L'artillerie, placée par Pétain sur la rive gauche de la Meuse, au fort de Mare et de Vachereauville, empêche la percée des Allemands sur la rive droite. S'ils veulent prendre Verdun, les Allemands doivent détruire ses canons. Mais pour cela, il leur faut s'emparer de deux collines qui se trouvent sur leur chemin. La côte 304 et le Mort-Homme. Le Mort-Homme, du nom d'un cadavre qu'on y a découvert au XIXe siècle. Sur chaque mètre carré de cette colline se sont déroulés des combats d'une violence qui dépasse nos imaginations. À son sommet, ce monument terrible. Un squelette français qui crie victoire. Le 6 mars, pour relancer l'offensive, le Kronprinz lance ses soldats vers le sommet. Très vite, ils sont cloués au sol. Devant eux, la montagne entre en éruption. Mordus au cœur, dans l'improvisation, les Français ont décidé de faire front. À ces soldats qui se dirigent vers le Mort-Homme, un général explique. Je n'ai pas à vous cacher la vérité. Nous avons été surpris. Je n'ai pas à vous cacher les fautes. Nous avons à les réparer. La situation était désespérée. Elle n'est pas encore établie. Ne me demandez pas de matériel. J'en ai pas.
Bon courage, messieurs. Ils l'appelleront l'enfer de Verdun. Höhle von Verdun. La même expression pour les deux camps. Un face-à-face frontal. Armée contre armée. Nation contre nation. Aucun recul possible. Qui craquera le premier ? Dans ce charnier où plus rien ne permet de s'abriter, personne encore ne saurait le dire. Mais c'est ici, au Mort-Homme, au mois d'avril, que bascule la bataille. Au soulagement de tous les Français, les Allemands ne passent plus. L'occasion pour Pétain, 1 mois et demi après le début des combats, de rédiger un communiqué. Le plus célèbre de la Première Guerre mondiale. Le 9 avril est une journée glorieuse pour nos armes. Les assauts furieux des soldats du Kronprinz ont été partout brisés. Fantassins, artilleurs, sapeurs, aviateurs de la 2e armée ont rivalisé d'héroïsme. Honneur à tous. Les Allemands attaqueront sans doute encore. Que chacun travaille et veille pour obtenir le même succès qu'hier. Courage, on les aura. Des phrases qui touchent. En quelques jours, Pétain devient l'emblème des Français. L'homme qui sait résister aux Allemands, pense-t-il. Et dont ils se souviendront. Ils ne passeront pas, on les aura, ils passeront pas. Nos poilures résolues sont braves. Les Français ne sont jamais esclaves. Des têtes de bonnes aux appétits cruels et ça. Ils ne passeront pas. Un tournant. Pour ces soldats français, la bataille entre dans une nouvelle phase. L'anéantissement. Chez eux, l'humiliation s'estompe. Mais pas la haine contre les Boches. Ceux-là, par exemple, qui se rendent et sont jugés responsables du massacre. Des Boches, même plus. Des larves grises, de hideuses valkyries. Chez beaucoup de Français s'installe un discours exterminateur qui nous en rappelle d'autres, et dont on trouve peu de traces chez les Allemands de l'époque. « Supprimons la race », s'écrie un poilu 3 fois blessé à Verdun. Qu'il n'en reste pas de traces. Avant de mourir, un instituteur républicain pétri de culture, Raymond Raffin, s'écrie: je voudrais que tous les enfants Boches étouffent dans le sein de leur mère, afin que disparaisse cette race aux instincts mauvais. Les Allemands, eux aussi, changent. En sens inverse. Oubliez l'arrogance du début. Sur ces prisonniers, les Français saisissent des lettres désenchantées. Nous avons été gravement trompés par nos officiers, écrit le jeune Karl Gartner à sa mère. Un soldat accuse. Nous voudrions voir sur le front tous ces messieurs qui sont responsables de la guerre. Si c'était le cas, nous aurions la paix depuis longtemps. La paix, comme elle leur semble loin, réservée à quelques privilégiés. Voici l'arrière,
le nord de l'Allemagne, à 800 km. Difficile d'imaginer que ce film, tourné avec humour, date de la bataille de Verdun. Ce chirurgien, jugé indispensable à l'arrière, filme sa vie paisible. Est-il bien sûr que nous sommes en guerre ? Elle apparaît pourtant entre les lignes, dans ce jardin public où les enfants essayent leur dernier jouet. Ou ici, sur le lac. Le chirurgien a invité l'un de ses amis amputé de guerre. Sa blessure, ils font mine d'en rire. Mais qui est dupe ? Loin de la caricature que s'en font les Français, les Allemands sont en crise, profonde, durable, dont ils ne sortiront pas avant des années, et même des décennies. Depuis 1914, les Alliés imposent un blocus naval et plus personne ne mange à sa faim. En Allemagne, il faut attendre des heures pour se nourrir. Dans tout le pays, des mères, accompagnées de leurs enfants, provoquent des esclandres, parfois des émeutes, devant les magasins. La plupart travaillent dans les usines. Malgré la censure postale, chez elles, le doute s'installe. Comment tout cela va-t-il se terminer ? Dans le journal, on raconte que l'attaque sur Verdun est un échec et que les Français sont déjà en train de crier victoire. Hilda me dit qu'on accueille à l'hôpital beaucoup de blessés, pris de spasmes nerveux. Certaines craquent, comme les soldats. Cette jeune femme, Theresa von Wertheim, qui écrit à son mari sur le front. Mon cher mari, si quelque chose devait arriver, alors ma vie s'éteindrait. Je me sens si seule. Et pourtant, je ne supporte plus personne. Même les enfants. Si seulement on pouvait prendre Verdun. Devant la bataille qui s'éternise, une contestation politique, souterraine et inconnue des Français, commence à émerger. En Allemagne, contre toute attente, des rassemblements s'organisent en faveur de la paix. Pour preuve, ces quelques dizaines de secondes filmées à Berlin sur la Potsdamer Platz, le 1er mai 1916, en pleine bataille de Verdun. On y voit le député d'extrême gauche, Karl Liebknecht, haranguer la foule. Contre ceux qui trouvent de l'intérêt au conflit et, selon lui, trahissent le peuple allemand. « À bas le gouvernement », dit-il, « à bas la guerre ». À peine ces mots prononcés, Liebknecht est jeté en prison. Mais son discours porte. Dans plusieurs grandes villes éclatent des grèves en sa faveur. L'empereur Guillaume II le sait. Pour lui, chef de la jeune nation allemande, une menace vient d'apparaître. Celle du divorce avec son peuple. Au même moment, dans la capitale française, autre ambiance. Regardez ce film où des petits Parisiens sont mis en scène.
comme pour montrer, après la grande peur de février, que la confiance revient. Depuis que les soldats, derrière leur nouveau chef, résistent sur le Morum, les habitants respirent. Ici, pas de blocus. La nourriture ne manque pas. Pas de grève, ou si peu. Peu de mutinerie, peu de pacifisme. La contestation n'éclatera qu'1 an plus tard, en 1917, après la bataille du Chemin des Dames. Pour la plupart des Français, comme ces Parisiens qui contemplent aux Invalides les trophées pris à l'ennemi, la paix est impossible. Trop de rancœurs accumulées depuis un demi-siècle. Ils sont suivis par la classe politique. Depuis le début de la guerre, le gouvernement affiche l'union sacrée, de la gauche à la droite, et seules l'agitent les querelles de personnes. Des militaires de passage l'observent pourtant avec amertume. Un gouffre les sépare des civils, plus nationalistes qu'ils ne le sont eux-mêmes. Réalisent-ils, ces Français qui continuent de vivre, que 60 000 hommes ont déjà disparu à Verdun et qu'à 250 km de là, sur les collines, un soldat meurt toutes les 2 minutes? Le 27 avril, Charles Delvert, un capitaine en permission, note avec sarcasme. Paris est délicieux. Cet après-midi, promenade en barque au bois de Boulogne. On comprend que les gens de l'arrière se résignent à la guerre. Ce qu'il y a de consolant, c'est qu'on est parfaitement sûr que si l'on sèche dans les barbelés, on ne sera pas pour le monde une perte bien sensible. Au printemps 1916, alors que beaucoup d'Allemands espèrent la fin de la bataille, la plupart des Français rêvent d'une revanche éclatante à Verdun. Ils vont être servis. Verdun, le statu quo. Les soldats du Kronprinz n'ont toujours pas percé. Et la ville, largement détruite, est toujours aux mains de l'armée. D'évidence, un succès pour la France. Dans une bataille d'usure, une partie nulle est une victoire pour la défense. Alors que l'on continue à se battre sur les collines, des délégations du monde entier se rendent à Verdun pour célébrer la résistance de tout un peuple. Voici le futur roi de Serbie, allié de la France. Il est accueilli par Poincaré, le président de la République, ici, avec une cape. Pour Poincaré, il le dira un peu plus tard, le nom de Verdun représente ce qu'il y a de plus beau et de plus pur dans l'âme française. Cette défense, les Français l'ont menée seuls. Un exploit salué par les reporters anglo-saxons comme ce journaliste du Daily Telegraph. On sent à Verdun une sorte d'intense satisfaction. Un chef-d'œuvre semble y avoir été achevé. C'est à Verdun que le peuple français s'est retrouvé et qu'il est enfin sorti des ténèbres qui l'entouraient depuis 45 ans. Tous le sentent. Les Allemands ne passeront jamais.
et la bataille devenue stérile n'a plus d'intérêt stratégique. Elle va pourtant se prolonger pendant encore 8 mois. Pour comprendre, regardez cette statue de Rodin, érigée sur les bords de Meuse après la guerre. Elle nous dit, peut-être mieux encore que les archives, la soif de revanche, le désir de laver l'affront et de punir l'Allemagne. Joffre, l'homme qui ne croyait pas à l'attaque allemande, commande toujours l'armée française. Et il veut se racheter. Il a décidé de ne plus se contenter de défendre, mais de contre-attaquer. Le gouvernement, toujours aussi faible, le laisse faire. À la fin avril, il se débarrasse de Pétain, l'homme à qui il avait confié le sort de la bataille 2 mois plus tôt. Pétain est populaire. Surtout, il désapprouve la contre-attaque. Pas assez de canons, dit-il. L'armée n'est pas prête. Nommé à un grade plus élevé, il est éloigné à Bar-le-Duc, d'où il supervisera la bataille. De loin. À sa place, à la tête de l'armée de Verdun, Joffre nomme son exact contraire. Un officier fringant qui brûle d'en découdre. Le général Nivelle. Et il lui donne un bras droit en acier trempé, Mangin. On dit de lui que c'est un mangeur d'hommes, peu soucieux du sang des soldats. Avec eux, la bataille entre dans un engrenage infernal. Le 22 mai, ils lancent leurs hommes vers Douaumont, le fort abandonné 3 mois plus tôt dans la honte. Un objectif douteux. Ils savent que sa reconquête ne permettra pas de percer vers l'Allemagne. Le terrain est trop verrouillé par l'artillerie. Mais ils veulent une victoire. À la Jumelle, Mangin suit ses soldats bousculer les premières lignes allemandes, franchir les fossés, grimper sur le toit du fort et tomber comme des mouches. 5000 morts, blessés et prisonniers en quelques heures. Pour rien. Dans un paysage de cendres, quelques poignées de survivants regagnent les lignes de départ. Parmi eux, le célèbre violoncelliste Maurice Maréchal. Douaumont est pris. Perdu. Repris. C'est l'horreur. Les blessés sont horribles. L'un appelle maman, puis ma petite femme, ma petite fille. C'est de la folie. On est fous. En réalité, c'est la bataille qui est devenue folle. Une bataille d'orgueil, d'ego, de prestige. Inacceptable. Une guerre industrielle aussi, méthodique, qui échappe à tout contrôle. Où la technologie prend le pas sur l'homme et le broie, comme une pompe aspirante du sang des soldats. Des forces équivalentes de chaque côté du front, 200 000 Français face à 200 000 Allemands. Pour ménager les soldats, Pétain, avant d'être éloigné, a institué le tourniquet. On fait tourner les effectifs à un rythme démentiel.
10 jours en première ligne, 10 jours en seconde ligne, puis le repos à l'arrière. Et puis ça recommence. C'est là, en première ligne, que se trouve le capitaine Delvert, l'homme du bois de Boulogne. On a l'impression d'être l'animal qu'on pousse à l'abattoir, écrit-il sur un carnet en voyant mourir ses hommes les uns après les autres. 60 millions d'obus. 1 tonne d'explosifs au mètre carré. À Verdun, le bombardement ne s'arrête jamais. Car l'ennemi ne doit pas pouvoir se ressaisir. On y meurt tout le temps, parfois sans que personne ne s'en aperçoive. Et le plus souvent, sans gloire. Inimaginable. Au mois de mai, alors que partout ailleurs renaît la végétation, les hommes se traînent dans un paysage martyrisé. Hors du temps, imbibé de poudre, de sang, d'excréments et de chair humaine. Il arrive que les soldats se noient dans les trous d'obus. Quelques heures avant sa mort, Louis Hébrard, 20 ans, envoie à sa famille une lettre sur laquelle il colle un morceau de boue. Un peu de boue du bois d'Avocourt. Goûtez et comparez. Dans le boyau, il y a de 25 à 30 cm de boue. Il paraît que c'est peu. Nous sommes complètement recouverts. Les chaussures, les bottes, les genoux, la culotte, le casque. Sur les mains, on a des écailles qui tombent au fur et à mesure qu'elles sèchent. Qu'est-ce qui les fait tenir? Les lettres de leurs proches, la camaraderie, l'alcool, ils ne le savent plus. Français comme Allemands, ils sont devenus des machines. Oubliez le nationalisme. Ils se battent par routine, par devoir, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est comme dans une maison de fous, avec des fous furieux à l'intérieur, dit l'Allemand Bernhard Ping. Son camarade, Otto Reipert, perd la notion du temps et de l'espace. Je ne vois rien. Je n'entends rien. Je ne ressens rien. On ne peut plus s'arrêter. On continue. On continue. En avant. Verdun. La pulsion de mort. Le gouffre où tous se précipitent. Veulent-ils seulement sortir de l'engrenage ? À l'approche de l'été 1916, l'Allemagne est en difficulté sur tous les fronts. En mer du Nord, elle choisit d'attaquer la flotte britannique pour briser l'encerclement. La bataille du Jutland, un nouveau choc frontal qui se termine là aussi par une partie nulle. Et le blocus continue. Pire encore. Sur le front Est, les Russes déclenchent une offensive terrestre contre l'Autriche. Falkenhayn, le chef de l'armée allemande, espère la contenir. Mais il sait qu'à l'ouest, les Français et les Britanniques s'apprêtent eux aussi à attaquer, dans la Somme, au nord de la France. Il a apparemment la confiance de l'empereur, mais il est critiqué. Plus seulement par l'extrême gauche, mais par les militaires. Au début du mois de juin, Falkenhayn ordonne un nouveau coup de butoir à Verdun. Oui, à Verdun. Pour dissuader les Alliés d'attaquer ailleurs, explique-t-il. Mais personne n'y croit. Pas même le Kronprinz. Pour lui, cette bataille est devenue irrationnelle. Dans mon fort intérieur, expliquera-t-il,
J'étais absolument opposé à ce qu'on poursuive l'offensive. Mais je devais obéir aux ordres et je me suis efforcé de me donner l'apparence d'une grande confiance. Entre le fort de Douaumont, toujours allemand, et le fort de Vaux, encore français, le paysage une nouvelle fois s'embrase. Regardez cette image de reconstitution, réalisée d'après un scan par rayon laser du champ de bataille. Elle nous montre les réseaux de tranchées, les milliers de trous d'obus, et les Allemands qui descendent les ravins et remontent les pentes. Braves soldats tout de même que ces gens-là, note le capitaine Delvert, qui se trouve sur ces collines. Les Allemands finissent par encercler le fort de Vaux. À l'intérieur se trouvent 400 Français, privés d'eau et à court de munitions. 8000 obus explosent chaque jour sur leur tête. Ils savent que la France les regarde, et ils ont décidé de tenir. C'est l'un des épisodes les plus connus de la bataille de Verdun. Le 4 juin, les Allemands prennent pied sur le fort, et ils y entrent. Pour eux aussi, une question de prestige. Dans ce souterrain progresse le soldat Reipert. On descend courbé en deux. Les Français sont à l'autre extrémité. On les attaque au lance-flammes. Ils balancent des grenades du haut des marches. Le lieutenant hurle. « Butez-moi ces putains de Franceman !» Surréaliste. En 1916, le mot n'existe pas encore, mais il s'agit bien de cela. Les Français finissent par se rendre, et les Allemands, avec lesquels ils viennent de s'entretuer, leur présentent les armes, par respect. Sublime défaite. On pourrait en rester là, mais ce n'est pas ce qui se passe. Car les Allemands, avec la prise de Vaux, ont dégagé la route vers la colline suivante, là-bas au fond, et vers le fort suivant, Souville. De ce promontoire, sur lequel ils se hissent le 11 juillet, ils se sentent de nouveau proches de la victoire. Dans le lointain, on aperçoit Verdun. Leur rêve. Plus que 3 kilomètres. Jamais, pourtant, ils n'iront plus loin. Trop d'obstacles encore sur leur route. Comme ce village totalement rasé, fleuri, pris et repris une dizaine de fois en 2 semaines. Une caricature de la bataille. Héroïque et vaine. Au mois d'août 1916, l'élan allemand se fracasse définitivement sur la muraille vivante que forment les Français. 6 mois de combat, déjà 80 000 morts dans leurs rangs. Comme beaucoup de ses camarades, le jeune écrivain Arnold Zweig, 29 ans, se sent sacrifié. Il écrit à sa femme. Mon cher cœur, la guerre dure trop longtemps. Encore un effort, disaient les chefs. Ils l'ont dit en mars, ils l'ont dit en avril, ils l'ont dit en juin. Des renforts sont arrivés, avec des hommes toujours plus jeunes. L'infanterie s'est ruée dans la chair des Français, donnant elle-même sa chair, son intelligence et sa vaillance. On leur a dit qu'ils défendaient la patrie, et ils l'ont cru.
Et puis on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Qui a commis la faute ? Le responsable, c'est Falkenhayn, le chef de l'armée allemande, l'homme qui a mené la jeunesse à la mort. C'est en tout cas ce qu'on veut croire à la fin du mois d'août, quand il est poussé à la démission par l'empereur. Son échec est total. Depuis le 1er juillet, les Alliés attaquent sur la Somme. Il faut dégarnir le front de Verdun. Et la Roumanie vient de déclarer la guerre à l'Allemagne. C'est là qu'on l'envoie pour le punir. À sa place sont nommés 2 généraux, Ludendorff et Hindenburg, des héros populaires venus du front de l'Est. Hindenburg, à gauche, deviendra président de l'Allemagne dans l'après-guerre. En quelques heures, les nouveaux chefs décident de renoncer à Verdun. Cette bataille que les Allemands voulaient décisive et qui n'aura fait que réveiller l'ardeur des Français. La folle bataille de Verdun peut maintenant s'arrêter. Mais c'est Verdun. Elle ne s'arrête jamais. Pour les Français, ce n'est plus une bataille. C'est devenu un mythe. Une lutte existentielle pour la survie de la patrie. Rien de tout cela dans la Somme, où l'offensive franco-britannique, plus meurtrière encore, se poursuit depuis le 1er juillet. Mais les Français n'en garderont pas de grandes traces dans leur mémoire collective. Décisive pour Joffre, mais menée avec les Britanniques, elle compte peu pour l'opinion. C'est ici, dans la glaise de Verdun, que les Français veulent leur revanche. Officiellement pour sécuriser la place. En réalité, pour le prestige. De septembre à décembre 1916, elle va coûter la vie à 47 000 Français supplémentaires. On devient tous hargneux comme des chiens, écrit un poilu à sa femme. Depuis l'arrière, à Bar-le-Duc, Pétain a fait acheminer des canons géants. Il tire des obus d'1 tonne, grands comme des enfants de 8 ans, selon le mot de l'époque. Et il pulvérise les Allemands. Au nom de la liberté. Le 24 octobre, devant les reporters du monde entier, les Français s'élancent une dernière fois vers Douaumont, nouvel horizon de la mythologie française. Et le fort, 9 mois après sa capture par les Allemands, est repris. Définitivement. Le fort de Vaux suivra une semaine plus tard. Devant eux, les soldats du Kronprinz se rendent en masse. À Verdun, 140 000 Allemands sont morts. 190 000 ont été blessés. Pour une bataille qui n'a pas changé le cours de la guerre. C'est un peu moins que les Français, avec 160 000 morts
et 210 000 blessés. Mais les Français ont leur victoire. Effacer les erreurs, la panique, l'humiliation. À Douaumont, un aviateur, Bernard Lafont, s'écrie « Que je suis heureux. Verdun, sauvé du barbare. N'ai-je pas donné le meilleur de moi-même, ma jeunesse, et un peu de mon sang? N'ai-je pas durement besogné pour t'élever dans la gloire? Verdun, je t'aime. » En décembre 1916, au retour de la neige, la bataille est officiellement terminée. 10 mois de combat. Il en faudra encore 8 pour reconquérir le bois des Corps et le Mort-Homme. Et surtout, 2 ans pour terminer la guerre. Gare aux secousses quand je te reviendrai, écrit un soldat à sa femme. Ces soldats, ces maris, ces pères sont allés au bout de leur courage. Ils laissent des milliers d'orphelins qui nous interrogent. Sublime, cette bataille, ou absurde? Ces acteurs auront marqué le XXe siècle. Fin 1916, Guillaume II lance une offre de paix. Sans suite, les Français n'y répondent même pas. Il abdique 2 ans plus tard, lors de la défaite de l'Allemagne en 1918, et trouve refuge aux Pays-Bas. À la fin de la bataille, Joffre est écarté du commandement suprême. Amer, on le nomme maréchal et membre de l'Académie française. Et on le remplace par Nivelle, puis Pétain, le vrai vainqueur de Verdun pour les soldats. Sous les ordres de Foch, généralissime des armées alliées, et du nouveau président du Conseil, Clémenceau, qui a repris le pouvoir sur les militaires. Il dirigera l'armée française jusqu'à la victoire. Jamais en Allemagne ne s'éteindra le sentiment de trahison né à Verdun. Le 9 novembre 1918, 2 jours avant l'armistice, les communistes tentent de lancer une révolution en Allemagne. Avant que leur chef, Karl Liebknecht, l'homme qui déjà manifestait en 1916, ne soit assassiné par l'extrême droite. La suite est connue. Hindenburg, celui qui avait remplacé Falkenhayn, appellera Hitler au pouvoir en 1933. Avec l'aviateur Göring et le soutien du Kronprinz, il entraînera son peuple vers de nouveaux abîmes. Il parviendra à s'entendre avec Pétain, l'homme qui à Verdun leur avait barré la route. Devenu chef de l'État en 1940, le maréchal le plus aimé des Français choisira de rester hors du nouveau conflit mondial et de collaborer avec les nazis. Au même moment, un nouveau général, Charles de Gaulle, lui aussi ancien de Verdun, entrera en résistance et dans la légende. Verdun. Il y a un siècle, cette bataille traumatisait l'Europe.
Elle nous rappelle d'où nous venons. Et surtout, peut-être, comme nous avons changé.